3 étapes pour dompter les déclinaisons pour de bon, et aussi les verbes, bien sûr. L'idée, c'est pour une bonne fois, d'aller au bout de cette grammaire qui nous embête. Elle est vraiment embêtante, cette grammaire. Alors, 3 étapes pour dompter les déclinaisons, comment on va faire? On va faire comme ça. Première étape, je vous propose de comprendre les déclinaisons. On va prendre le temps de les comprendre. Qu'est-ce que c'est que ces déclinaisons et à quoi ça sert? Alors déjà, il faut savoir que les déclinaisons russes, elles ont 6 cas. Alors, le cas, ça sert à quoi? Le cas, il donne une fonction et un sens au mot ou au groupe de mots dans la phrase. Alors, exemple, pas tout de suite, un exemple tout à l'heure. Alors, c'est grâce à ces cas, donc les cas, on les voit dans les terminaisons des mots en russe. Les cas, c'est comme ça. Un cas, quand on change le cas d'un mot, on va changer en fait sa terminaison. Et c'est grâce à ça que l'on va reconnaître le sens de la phrase, ce que veut dire ce mot, ce que veut dire ce groupe de mots. C'est pas à l'ordre des mots comme on a en français. C'est-à-dire qu'en français, on a toujours, ou pratiquement toujours, on a le sujet en premier, le verbe ensuite et le complément qui vient après. Eh bien, en russe, on peut avoir le complément qui vient avant. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un cas qui va déterminer le sens de ce complément. Et le sens va dépendre de ce cas et non pas de la position de ce complément dans la phrase. Voilà, j'espère que j'ai été clair avec ça. En tout cas, l'idée, ça va être de prendre un exemple tout simple ici, avec ceci. Koshka vidit tibia. Koshka vidit tibia. Ça veut dire le chat, koshka, vidit, on a le verbe, tibia, toi. Le chat voit toi, littéralement. Ça voudra dire le chat te voit. Alors, on sait que le sujet, c'est le chat, parce que tout simplement, le chat ici est au nominatif. C'est un mot féminin. Les mots féminins se terminent très souvent par un A, et c'est le cas ici. Tibia, on sait aussi que ce n'est pas un nominatif, donc ça ne peut pas être le sujet. C'est comme ça que fonctionnent les déclinaisons. Alors au début, c'est forcément une petite gymnastique. Il faut voir chaque phrase une par une. Et puis très vite, vous allez accélérer les choses et puis petit à petit, finalement, ne plus du tout réfléchir à tout ça. Et donc l'idée des déclinaisons, c'est qu'on peut changer l'ordre des mots en russe. On pourrait très bien dire Tibia vidit koshka. Tibia vidit koshka. Donc on a mis le complément au début. On sait que c'est un complément parce que tibia, ça vient de tri, qui veut dire tu. Et tri, c'est le nominatif, alors que tibia, ce sera l'accusatif. Tibia vidit koshka. Encore une fois, koshka est un nominatif, donc c'est le sujet de la phrase, même si on a inversé ici les compléments. Alors, très bien, Angelo dit, le latin aide, en tout cas pour moi, effectivement, si vous avez fait du latin, c'est exactement le même principe, ou si vous avez fait de l'allemand d'ailleurs, c'est aussi le même principe des déclinaisons. Alors, la première étape, donc comment comprendre les déclinaisons, on a vu qu'il y avait 6 cas, maintenant il faut comprendre un peu comment ça marche au-delà de ça. Pardon, les déclinaisons, elles concernent les noms, les adjectifs et les pronoms, c'est-à-dire que les cas vont modifier les terminaisons de ces 3 types de mots, les noms, les adjectifs et les pronoms. Et le cas, la terminaison, du coup, elle va dépendre de 3 informations. Le genre, c'est-à-dire que le premier truc que vous devez savoir, c'est si votre mot, votre groupe de mots sera au féminin, au masculin ou au neutre. Bien sûr, avec le russe, il y a aussi un neutre. Une fois que vous savez si c'est il ou elle ou un autre, vous voulez savoir si c'est du singulier ou du pluriel. Et à partir de là, vous pouvez lui appliquer le cas et la bonne terminaison. Donc voilà, pour trouver la bonne terminaison en russe avec les déclinaisons, il faut commencer par le genre, puis le nombre, puis la fonction dans la phrase qui vous donne le cas. Donc encore une fois, ça c'est une petite gymnastique au début, ça fait partie des exercices que l'on fait bien sûr pour apprendre. Et puis petit à petit, ça devient une gymnastique habituelle, un exercice peut-être pas quotidien, mais en tout cas régulier, et ça devient finalement très simple avec le temps. Donc ça, c'était la première étape, comprendre les déclinaisons pour les dompter et en venir à bout. C'est très bien. Et on va continuer à les comprendre avec 6 fonctions dans la phrase, j'en ai parlé, mais on va les voir un petit peu plus ici. Le nominatif, c'est le sujet de la phrase. À chaque fois que vous avez un sujet de la phrase, ce sera un nominatif. Et on avait vu tout à l'heure koshka vidit tibia, avec koshka qui est au nominatif. L'objet, par contre, ici, c'est tibia. Qu'est-ce que voit le chat? C'est toi.
le chat te voit. L'objet, c'est l'accusatif. Et on voit ici, effectivement, tibia est mis en gras, parce que c'est l'accusatif dans cette phrase. Ce sera le complément d'objet direct. C'est pour ça qu'on a utilisé un accusatif. Le génitif, ça sera utilisé pour les compléments du nom, avec «Это кошка Сергея». «Это кошка Сергея». C'est le chat de Sergueï. De Sergueï, c'est un complément du nom. C'est un complément du nom qui fait que l'on n'a pas Sergueï, qui serait un nominatif. Par exemple, Sergueï, ce serait le sujet d'une phrase, mais ça se transforme en Sergueïa, justement, au génitif, pour indiquer que c'est un complément du nom. Ensuite, on va voir l'instrumental. L'instrumental, ça sert à tout ce qui est complément de moyen, la manière. Koshka igrayet sniei. Koshka, c'est toujours le chat. Igrayet joue. Sniei, avec elle. Donc, au moyen de elle. Avec la petite conjonction S ici qui veut dire avec. Et ici, on met toujours l'instrumental après. Koshka igrayet sniei. Ici, vous avez l'instrumental. Le datif, c'est le cas de l'objet indirect. Par exemple, quand vous dites téléphoner à quelqu'un, eh bien ce à quelqu'un sera au datif. Dai мне руку. Dai мне руку. Dai, ça voudra dire donne. Мне, à moi. Ruku, la main. On a ruka ici, c'est la main au nominatif qui devient ruku à l'accusatif puisque c'est l'objet. Donc donne-moi quoi? La main à l'accusatif. Mais tu la donnes à moi, la main, à moi, c'est l'objet indirect, et on aura ici le datif. Je fais une toute petite pause pour vous demander, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous trouvez ça assez clair? Dites-moi simplement oui ou non dans la fenêtre de chat comme d'habitude. Le dernier cas, c'est le locatif qui indique le lieu. Le lieu avec l'exemple suivant. Koshka, toujours le chat, na divanie. Na qui veut dire sur, divanie, le divan. Koshka na divanie. Le chat est sur le divan. Alors, il n'y a pas de verbe être en russe, mais ça, c'est une autre histoire. Koshka na divanie. Le chat est sur le divan. Divanier, c'est le locatif du mot divan. Divan, c'est le divan, c'est le même mot en russe, et ça prend un yé au locatif. Et c'est au locatif que l'on sait que le chat est sur le divan et pas autre chose dans la phrase. Alors, oui, pour Maxime, classe Nike pour François, ok, ça a l'air à peu près clair pour tout le monde. Jean-Paul est largué pour l'instant, mais Jean-Paul, c'est normal, surtout si tu en es à l'alphabet. Là, j'explique juste, voilà, que le plus important à retenir ici, c'est que chaque cas correspond à une fonction dans la phrase. Il y a 6 grandes fonctions dans les phrases russes. Il y a quelques petites exceptions, mais ça, on n'est pas là ce soir pour voir le détail. Les grandes fonctions de la phrase correspondent à un cas, et ces cas transforment les terminaisons des groupes de mots, donc des noms, des adjectifs et des pronoms. Colette dit pas de panique, en break, c'est très pratique les déclinaisons puisqu'elles permettent de reconnaître la fonction des noms, effectivement. Imen, oui, c'est compliqué surtout, alors au début comme ça, mais rassure-toi, tu vas voir, là on est juste dans la compréhension d'ensemble. Il ne s'agit pas d'apprendre par cœur, encore une fois, juste de comprendre le principe pour l'instant. Oui, c'est clair, je suis en plein dedans pour Lulu en ce moment. Viviane, on peut reprendre, s'il vous plaît, pour le datif. Le datif, utilise pour ce qui est de l'objet indirect lorsque l'on dit à qui ou à quoi dans une phrase. Ici, l'exemple, c'est donne-moi la main, dai mnie ruku. Moi, en français, ce sera le complément d'objet indirect. Parce qu'on donne la main à qui? À moi. Voilà, tout simplement. Ok, pareil que toi, Jean-Paul, je suis à l'alphabet, mais ça donne une idée des choses à venir. Exactement, Céline, c'est ça, c'est avoir une idée des choses à venir à ce stade, surtout si vous êtes grand débutant pour l'instant. Ok, Maxime, tu as tout compris, datif à quelque chose, à quelqu'un, c'est ça. Alors, Michel, oui, il va falloir mémoriser les terminaisons, mais attention, on va y aller petit à petit, une terminaison après l'autre, et surtout pas tout en même temps. L'idée, c'est de faire les choses une marche après l'autre, comme on a vu tout à l'heure.
Il y a d'ailleurs, voilà, l'étape 2 pour dompter ces déclinaisons. Je pense que là, ça va vous plaire du coup, ça va vous rassurer aussi certainement, surtout si vous débutez actuellement. L'étape 2, c'est très important. Et c'est ce que font très peu de méthodes de Russes. C'est ce que ils ne font pas ça au collège, ils ne font pas ça au lycée ni à l'université. Ils font ça à l'INALCO. C'est très rare dans une très grande école de langue française. Heureusement, ils font ça. C'est ce qu'ils m'ont appris en Angleterre et c'est là où j'ai fait d'énormes progrès moi-même en russe, alors que tout le reste, finalement, n'avait pas donné de résultat. C'est apprendre un cas après l'autre. Pourquoi? Tout simplement pour savoir vraiment s'en servir avant de passer au suivant. Ah oui, ça paraît bête, mais la moindre des choses, c'est de vraiment comprendre le premier cas et de comprendre les différentes terminaisons que ce cas implique sur les féminins, les masculins, etc. Avant de passer au suivant, il ne s'agit pas de tout embrouiller, il s'agit de clarifier les choses. Alors, on va bien sûr les faire un après l'autre, c'est absolument indispensable, ça clarifie énormément de choses, ça peut vraiment vous permettre de décoller en russe. C'est ce que j'ai fait moi, et ça a été vraiment une révélation pour moi et pour mes progrès futurs. L'idée, c'est de ne pas tout mélanger, de simplifier la mémorisation, parce qu'on n'est pas des machines, nous ne sommes pas des ordinateurs, on n'est pas capable de traiter 250 000 données en même temps. Donc voilà, on va y aller petit à petit et faire un seul cas à la fois. Et l'idée, ça va être de s'en servir tout de suite, de faire une série d'exercices complètes pour comprendre entièrement ce cas-là. Par exemple, pour le nominatif, on va voir que oui, c'est le sujet de la phrase dans la très grande majorité des cas, mais il y a aussi quelques petites variantes pour le nominatif. On le trouve par exemple, les mots qui sont dans le dictionnaire, les noms, les adjectifs sont au nominatif. Vous avez aussi les noms en apposition, mais ça c'est presque trop technique à ce stade. L'idée c'est que voilà, on va faire une série d'exercices sur ce cas à lui tout seul pour bien le maîtriser avant de passer au suivant. Angelo, je suis super clair. Bah écoute, super, merci, merci Angelo. En plus, les Russes prononcent les finales sans rigueur, dur pour l'oreille. Eh bien oui, Manuel. Donc voilà, si les Russes le font sans rigueur, ça veut dire que nous aussi, encore plus, comme nous sommes étrangers, on a le droit à l'erreur. Et ça, c'est important. Juste avant d'apprendre les cas un par un, il va falloir connaître ceci, le genre des mots, donc le masculin, le féminin et le neutre. Évidemment, c'est très important. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est l'affaire d'une semaine avec un cours bien fait. Le singulier et le pluriel des mots, c'est très important aussi pour connaître, bien sûr, les cas, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, la première chose dont vous avez besoin pour décliner un mot ou un groupe de mots, c'est de savoir le genre du mot, ensuite si c'est du singulier ou du pluriel, pour enfin trouver le bon cas, tout simplement. Donc, alors voilà, le genre des mots, c'est l'affaire d'une semaine avec un cours bien fait. Le singulier et le pluriel aussi. Ça veut dire qu'en 15 jours, vous connaissez tout sur le genre des mots et le singulier et le pluriel et vous êtes prêts, fin prêt, à attaquer finalement les déclinaisons. C'est parti. Alors, est-ce que c'est dur à apprendre les déclinaisons? Eh bien, oui et non. Ça peut être très dur et ça peut être un cauchemar et c'est le cas pour beaucoup de personnes qui bloquent systématiquement avec ce sujet-là parce que effectivement, si on prend tout d'un coup, c'est énorme. Les déclinaisons, c'est une montagne à gravir. C'est vraiment un truc, c'est un peu l'Everest en fait. Mais voilà, l'Everest, l'idée, c'est de le prendre petit à petit, c'est de commencer par un premier pas, puis un deuxième, et puis de commencer à grimper par le bas en fait. Et puis petit à petit, on va continuer et on va se rapprocher comme ça du sommet. Alors Manuel, tu dis que je ne propose pas assez d'exercices dans mes leçons. Est-ce que tu peux préciser, parce qu'il y a quand même pas mal d'exercices, je ne sais pas si tu les as vraiment tous appliqués, notamment les podcasts, les exercices de lecture à haute voix et les exercices corrigés, il y a quand même pas mal de choses. C'est dur à apprendre. Donc c'est dur si vous le prenez par le mauvais bout, oui. Maintenant, si vous le prenez un cas à la fois, et si vous prenez une étape après l'autre, une marche après l'autre, eh bien ce sera beaucoup plus facile. Donc voilà, encore une fois, on trouve mon petit escalier, je l'aime bien, avec la première marche, où vous vous dites peut-être je peux peut-être le faire, comment est-ce que je vais faire sur la deuxième, je vais essayer de le faire, je commence à le faire, et puis oui, à la fin, vous l'avez fait, et c'est génial. Alors, Sarah demande à quel stade de l'apprentissage il faut se mettre aux déclinaisons. Eh bien, très simplement, juste après l'alphabet, dès que tu commences la lecture, même les phrases petits. L'idée, c'est de ne pas s'étouffer avec. C'est juste
d'en faire un petit peu pour se familiariser et puis de progresser. Et puis, tout simplement réviser intelligemment. Alors ça veut dire quoi réviser intelligemment? Ça veut dire revoir tous les cas ensemble, faire des exercices avec les corrigés, voir de nombreux exemples et faire des mises en pratique, toujours en répétant les choses à haute voix parce que ça vous aide à mémoriser 3 ou 4 fois plus vite que sans le faire à haute voix. Alors, ce qui va vous aider, en plus pour réviser intelligemment, c'était l'idée ici, c'était de réviser les cas qui vont très bien ensemble. Car voilà, il y a plusieurs manières de réviser les choses. Il y a une manière un peu au hasard et il y a une manière, on va dire, intelligente. Par exemple, l'accusatif et le locatif vont très bien ensemble. Pourquoi? Eh bien parce qu'on peut faire des compléments de lieu avec les deux. Le locatif, on l'a vu tout à l'heure, ça faisait un complément de lieu. L'accusatif, on ne connaît pas encore. Mais l'accusatif, ça va être utilisé pour les compléments de lieu, pour tout ce qui va concerner les verbes de mouvement. À chaque fois que vous vous déplacez en russe, vous vous déplacez quelque part, ce sera un déplacement, un complément de lieu à l'accusatif et non pas au locatif. Et c'est ce qui fait la différence entre les phrases en mouvement et les phrases sans mouvement. Par exemple, je suis ici, je suis chez moi. Chez moi, ce sera un locatif, donc un complément de lieu sans mouvement. Alors, ce qui va vous aider aussi, donc, dans ces cas qui vont très bien ensemble, ce sera à nouveau l'accusatif et le locatif, mais cette fois pour les compléments de temps. Il y a 2 types de compléments de temps en russe, et là aussi, ça sera intéressant de faire une série d'exercices sur ces compléments de temps pour réviser ces 2 cas en même temps. Ensuite, alors le nominatif, l'accusatif et le génitif vont très bien ensemble. Pourquoi? Parce que l'accusatif est très largement inspiré soit du nominatif, soit du génitif, ça dépend. Et ça s'apprend très simplement avec une règle qu'on appelle la règle des noms animés ou des noms inanimés. Ah oui, autour de nous, il y a des gens, il y a des animaux, ça va être les animés. Et puis, il y a tout ce qui est inerte, des objets inanimés. Et la règle est différente. Voilà, ça veut dire que l'accusatif, par exemple, va être égal au nominatif si c'est l'un des deux, et l'accusatif va être plutôt égal au génitif dans l'autre cas. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici. L'important à retenir, c'est que il y a des révisions intelligentes à faire, encore une fois pour mémoriser et pour vous faciliter tout ça. Et l'idée, bien sûr, ça va être de mettre toutes les chances de votre côté en révisant les cas qui vont bien ensemble, justement pour accélérer, encore une fois, votre apprentissage. Enfin, l'idée, c'est de revoir les exceptions les plus courantes, de les revoir toutes en même temps, une fois que vous aurez bien vu tout le reste. Et comme ça, voilà, vous allez pouvoir en faire le tour. Alors, je parle juste des exceptions vraiment utiles, bien sûr. Alors, j'ai vu que quelqu'un me demandait combien de temps il faut pour apprendre une déclinaison. Alors, je dirais que avec vraiment un apprentissage régulier, on va dire, en faisant, je sais pas, entre 3 et 5 heures par semaine, il faut à peu près 3 mois et demi, 3 mois et demi pour arriver vraiment au bout de ces 3 étapes. Et je vous garantis qu'au bout de ces 3 étapes-là, vous avez vraiment des idées beaucoup plus claires sur comment tout ça fonctionne. Et vous avez aussi déjà un certain nombre de réflexes pour les utiliser sur des phrases de la vie courante. Alors, ok, donc combien de temps dure la formation? Voilà, à peu près 3 mois et demi pour quelqu'un de moyennement motivé, on va dire, à partir de 3 à 5 heures par semaine. Je pense que c'est suffisant. Avec une bonne méthode, bien sûr, il faut avoir une méthode qui explique les choses, un cas à la fois, et pas tout en même temps, surtout pas. Et éviter les tableaux, et bien sûr continuer avec de l'audio, de l'écrit sonorisé, c'est encore mieux, bien sûr, pour la prononciation à haute voix qui facilite grandement les choses. Alors, 3 étapes pour les déclinaisons, on les a vues. Alors pour les verbes, c'est à peu près le même principe. Je ne vais pas rentrer dans le détail des verbes ce soir parce que on finirait à minuit. Je pense qu'on n'a pas que ça à faire. Les verbes, c'est le même principe en fait. On va découper les choses étape par étape. On y va pas à pas, sachant que en russe, il y a 2 déclinaisons et c'est tout. En russe, vous avez 3 temps et c'est tout. Alors pour simplifier, c'est-à-dire vous avez le passé, le présent et le futur. Après voilà, si on va un peu plus loin, vous verrez qu'il y a un passé progressif et un passé ponctuel. Il y a un futur progressif et un futur ponctuel, mais c'est à peu près tout. Alors, il y a 2 difficultés sur les verbes. Ça, ce sont 2
vraie difficulté, enfin en tout cas celle que vous attendez sans doute si vous connaissez un petit peu le russe, c'est les aspects, l'imperfectif et le perfectif, et les verbes de mouvement. Alors, les aspects imperfectifs et perfectifs, c'est le genre de questions que l'on peut régler en un mois et demi, avec quelques cours et des exercices bien ciblés. Les verbes de mouvement, il faut un petit peu plus de temps, parce que ça, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs manières de les contourner pour faire quand même des phrases qui vous permettent de dire que vous vous déplacez, que vous allez quelque part, que votre ami s'est déplacé pour aller vous voir, ou quelque chose comme ça. Il y a des manières de les contourner, et il y a aussi bien sûr une manière d'y aller pas à pas. Mais là, ça prend un petit peu plus de temps pour les maîtriser vraiment. Alors, sachant qu'il suffit de 4 ou 5 verbes de mouvement vraiment dont vous avez besoin pour déjà être assez à l'aise à l'oral, et en conversation, vous n'avez vraiment pas besoin de tous les savoir.